Voilà. En tout cas, moi, je suis très content d'être là et même si on n'est pas trop nombreux et justement, ça pourra participer aux échanges et alors pourquoi ça m'intéresse d'intervenir? Je suis pas du tout psychiatre, je suis pas du tout, un spécialiste de la créativité, mais en fait, c'est deux thématiques qui me passionnent. Bah, parce que déjà la santé mentale, c'est le domaine sur lequel on a créé l'entreprise, la start-up dont je m'occupe. Et c'est un domaine qui est finalement c'est un domaine où il y a encore énormément de champs à défricher dans le domaine de la santé et de l'approche médicale, hein, purement. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille chez Cibus. Et puis la créativité, bah, quand on se crée une start-up, ben, forcément, on est impliqué dans l'innovation, mais également, d'un point de vue artistique, c'est quelque chose c'est aussi une passion de créer, que ce soit dans le domaine du théâtre, de l'écriture. Et donc voilà, je ne peux pas vivre sans créer non plus par ailleurs. Et donc de pouvoir lier les deux ce soir, je trouve ça intéressant. Alors je vais quand même garder ma casquette de pharmacien et de evidence-based medicine, on va dire, pour parler du sujet, même si je pense que bah, c'est un sujet sur lequel, d'un point de vue général, les neurosciences, c'est vraiment une science qui est très jeune, en fait. Et même quand on regarde la psychiatrie en tant que telle, elle a démarré au XVIIe, XVIIIe siècle, où là, on a commencé à prendre en compte le fait qu'on pouvait soigner les personnes, soigner les maladies mentales, soigner les troubles mentaux. Avant, en fait, le fou, le personnage du fou, il était bah, alors, on peut se poser la question si c'était bien ou mal, mais il était impliqué dans la société. Il y avait des fous célèbres, il y avait des fous qui étaient entretenus par les grandes familles, des fous qui créaient des œuvres. Et ce mythe de la folie liée à la créativité, il vient sans doute aussi de cette préhistoire de la folie de la psychiatrie, où finalement le fou faisait partie de la société. Et c'est à partir du XVIIe ou du XVIIIe siècle, avec Philippe Pinel, hein, qu'on a commencé à dire, bah voilà, il faut les isoler pour leur bien, faut les prendre en charge. Et on a commencé à créer des structures dédiées à la prise en charge des troubles mentaux. Donc tout ça pour dire que bah, le fonctionnement du cerveau, il est quand même encore, c'est une science assez jeune. Et, euh, et donc je ne vous donnerai pas des clés ce soir du fonctionnement du cerveau et de la créativité, ça c'est sûr. Alors, alors d'où ça vient en fait ce mythe? Pour moi, on est face à un biais cognitif en fait, un vrai biais cognitif. Parce qu'en fait, on voit que la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire bah, on associe créativité à artiste et artiste aux artistes connus. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui finissent assez mal ou qui finissent avec des troubles mentaux. Donc en fait, cette vision, on va dire, un peu immédiate, et je rejoins un petit peu la notion de créativité et du fonctionnement du cerveau. Notre cerveau, c'est un organe qui est, euh, qui est paresseux, et du coup, il va tout de suite aux solutions les plus évidentes. Et on en parlera peut-être après avec toi, Flavien, comment justement on peut pallier à ça. Et donc, du coup, on associe de manière directe folie et créativité parce qu'on voit beaucoup dans les médias des artistes qu'on juge créatifs et qui sont malheureusement, qui finissent des fois mal et qui sont atteints de troubles de psychopathologie. Alors, si on s'intéresse vraiment aux études, parce que en gros, les gens, ils ont étudié, pour étudier ce lien entre troubles mentaux et créativité, bah, ils ont quand même fait des études, hein, il y a des gens qui bossent dessus, qui ont travaillé sur bah, est-ce qu'il y a plus de créatifs parmi les gens qui ont des troubles mentaux, ou à l'inverse, est-ce que parmi les créatifs, il y a plus de maladies mentales? Là encore, ça pose la question de est-ce que la maladie mentale est répandue? Malheureusement, oui. C'est une personne sur 4 dans le monde qui est touchée par la maladie mentale. Donc, il y a sans doute autant de gens qui sont créatifs et d'autres pas créatifs qui peuvent être touchés par la maladie mentale. Alors, il y a quand même des gens qui se sont amusés à faire des études là-dessus, mais d'assez haut niveau, hein. Il y a une étude, j'ai pris une étude qui est toute dernière
publiée il y a 5-7 ans, je crois. C'est une étude suédoise qui a duré 40 ans. Donc pendant 40 ans, ils ont suivi plus d'1 million de patients dans les services de psychiatrie et même leurs proches pour essayer de trouver des liens entre justement les professions créatives et les pathologies mentales, la schizophrénie, la trouble bipolaire, la dépression. Et au final, ce qui en est sorti, en fait, pas grand-chose. C'est qu'il n'y avait pas de lien général entre justement les professions créatives, être créatif au sens artistique du terme, et les troubles psychiques, à l'exception du trouble bipolaire. Donc le trouble bipolaire, c'est, je ne sais pas si vous savez, c'est cette alternance entre des périodes où on va être très déprimé et des périodes où on va être très actif. Donc, effectivement, il y avait un petit lien avec le trouble bipolaire et être créatif au sens artistique du terme. Mais sinon, le seul lien qu'ils ont trouvé, c'est le lien avec les écrivains. Donc, si vous avez des tendances à être écrivain, là, vous pourrez sans doute être plus à risque de schizophrénie, de dépression, voire de troubles addictifs. Donc, les auteurs, les écrivains seraient, eux, peut-être plus sensibles. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'ils ont suivi les périodes de créativité. C'est-à-dire qu'ils se rendaient compte que finalement, pourquoi il y a un lien entre bipolarité et créativité, c'est que souvent, chez ces artistes, il y avait des périodes où il y avait une créativité très intense, mais qui étaient suivies par des périodes de dépression qui pouvaient aller jusqu'à ce moment-là, jusqu'au suicide. Donc finalement, est-ce qu'il faut être fou? Est-ce qu'il faut avoir un grain de folie? Oui, mais un petit grain, pas trop, parce qu'après, la courbe s'inverse et puis on passe de l'autre côté du miroir et du côté noir, on va dire, du miroir. Donc, quand on regarde ça, il n'y a rien de très clair, vous l'avez compris. Donc, du coup, il faut s'interroger sur comment dans le cerveau ça se passe. Est-ce qu'on peut expliquer de manière neuroanatomique qu'il y a un lien entre la manière dont la créativité fonctionne au niveau du cerveau et le fonctionnement d'une maladie mentale, d'un trouble mental. Et c'est là que les neurosciences, c'est une science jeune. C'est là aussi qu'on se rend compte que déjà, il faut définir ce qu'est la créativité, parce qu'on parle beaucoup de la créativité des artistes, mais finalement, la créativité, elle peut s'exprimer dans toutes les professions. On n'a pas forcément pourquoi que les artistes seraient créatifs. Et heureusement qu'on est créatif. On peut être créatif. Bien sûr, on pense aux chercheurs, mais on peut être créatif dans toutes les autres professions. Et il y a des gens qui sont vraiment intéressés à cette capacité créative, avec cette définition qui est de dire finalement, c'est quoi la créativité? À votre avis, c'est quoi la créativité? Je pense que Flavien, tu as une réponse. Je vais me taire. Il n'y a pas de réponse, personne ne veut s'exprimer sur la créativité? Pas forcément une définition, mais moi, il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Einstein. Et oui, je trouve que c'est représentatif un peu. Alors, il y a des équipes scientifiques qui ont travaillé sur la base d'une définition qui disait finalement, c'est résoudre des problèmes connus en apportant des solutions qui sont aujourd'hui inconnues. Alors, ça serait intéressant comme définition parce que du coup, c'est l'idée qu'on va combiner des éléments qu'on connaît pour créer des solutions qui aujourd'hui sont complètement nouvelles. Et là, du coup, on sort du champ de l'artiste maudit, de l'artiste qui va mal finir, pour tomber vraiment dans le champ de la créativité au sens large et qui peut s'exprimer partout ailleurs, aussi bien dans les entreprises que dans notre vie. Donc la créativité, finalement, le message qui est un petit peu celui que tu portes aussi, Flavien, c'est de dire finalement, tout le monde peut être créatif. Il n'y a pas besoin d'être fou, il n'y a pas besoin d'être un artiste incompris ou d'être un chercheur dans son laboratoire pour être créatif. Et puis, on en parlera peut-être après, mais il y a même des gens qui ont mis
qui ont étudié la créativité pour comprendre les mécanismes de la créativité, pour créer des devices, pour stimuler et se rendre plus créatifs. Comment ils s'appellent? Tu as des noms? Ouais, c'est une boîte du Danemark qui s'appelle Plateau Science. Et eux, ils ont même eu un financement H2020. Alors, leur device est basé sur le principe que finalement, la créativité, elle est située dans le cortex préfrontal. Et une des composantes de la créativité, c'est la désinhibition. C'est-à-dire qu'en fait, on va permettre à nos idées spontanées d'émerger. Et donc, ils ont créé un device qui permet après des études, notamment, ils ont étudié beaucoup les improvisateurs de jazz et les improvisateurs de musique pour comprendre, en les étudiant avec des des IRM, des électroencéphalogrammes, pour comprendre comment ils arrivaient à avoir des improvisations alors qu'ils étaient focusés sur leurs instruments. Et donc, à partir de là, ils ont, et de nombreuses études, ils ont créé ce device qu'ils ont testé avec des tests de créativité. Donc là encore, c'est une autre question. Est-ce qu'on peut tester la créativité? Donc eux, ils ont monté des tests pour évaluer la créativité des personnes et mesurer que leur device était capable de rendre les gens plus créatifs. Ça coûte 400 €, je crois, à peu près. Ils demandent ça 400 €. Donc, et tu m'as dit Plateau Science? Plateau Science, yeah. P-L-A-T... P-O-S-C-I-E-N-C-E. Ok. Ah oui, trouvé, c'est bon. Super, je regarderai après. Merci. Bonjour Olivier. Donc voilà, moi, je ne vais pas parler des heures. Hein. L'idée, c'est aussi qu'on échange, mais aujourd'hui, la science nous dit que finalement, la créativité, on n'a pas besoin d'être fou pour être créatif, heureusement. Aujourd'hui, on commence à comprendre comment la créativité fonctionne au niveau cérébral. On n'en est pas encore sûr, mais reste quand même une question, c'est comment on mesure la créativité, comment ça se mesure, parce que dire un artiste est créatif parce qu'il est connu ou parce qu'on le connaît, bon, ok, c'est une certaine mesure de la créativité, mais est-ce que c'est la bonne mesure? Est-ce que c'est celle qu'on veut mesurer? Je pense que là, il y a encore beaucoup de questions à travailler, on va dire. Trouver un test de la créativité. Et le test du trombone? Avec un trombone, combien d'usages vous pouvez imaginer? C'est un test qui est souvent utilisé en psychologie de la créativité. On demande à quelqu'un, par exemple, 5 minutes top chrono, de trouver autant d'idées pertinentes que possible, qui soient pertinentes d'usage du trombone pour réaliser quelque chose dans la vie courante. Et le nombre d'idées générées par la personne est une mesure de ce qu'on appelle la créativité divergente, qui est une des composantes fortes de la créativité générale qu'on étudie en psychologie de la créativité. Et on voit les résultats varier, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que d'une personne à l'autre, il y a des personnes qui trouvent 2 usages, clipser des feuilles ensemble et se gratter l'arrière du crâne, enfin, voilà, qui trouvent une idée un peu originale par rapport à l'usage classique. Et on a des personnes en 5 minutes qui trouvent 30, 40, 50 idées qui sont toutes pertinentes, qui vont de crocheter une serrure à créer en mettant plusieurs trombones à la suite une laisse pour son chien, etc. Enfin, bon, on a des choses assez riches. Ah, il y a un test qui date des années 60, je crois. C'est le test des associations aussi, des associations trouver un lien entre 3 mots, en fait. Ils vont dire, par exemple, c'est quoi le lien entre attaché, pont et social. Ok. Donc, et là, l'idée, c'est vraiment de trouver le mot qui lit des mots qui n'ont rien à voir ensemble, en fait. Donc, c'est cette capacité à faire du lien entre des choses, des associations d'idées entre des choses qui n'ont rien à voir. Bah déjà, ça précise un petit peu la définition de la créativité que tu donnais tout à l'heure, puisque ça ajoute
au moins une heuristique créative, une façon de déclencher de la créativité qui est l'association d'idées, qui en effet en psychiatrie est énormément utilisée, même de façon thérapeutique, donc ça rejoint aussi la notion de folie. Et puis, le test du trombone apporte une dimension de la créativité qui est le fait que ça soit une idée créative, c'est pas juste une idée neuve, c'est une idée qui est neuve, mais aussi adaptée au contexte dans lequel elle apparaît. Il faut que ça soit pas du grand n'importe quoi, il faut que ça soit pertinent, que ça ait du sens. Donc, ouais, c'est ce qui va différencier la créativité de l'innovation finalement. On peut toujours faire des inventions, mais si elles n'ont pas de sens, si elles n'ont pas d'application concrète, on n'est pas face à une vraie innovation. C'est un petit peu ça. Alors, voilà, tout à fait. C'est ce qui différencie en tout cas innovation et invention. L'invention, si on invente une fourchette à bourron, bon, on n'est pas très créatif, on est juste un peu fou et on a beaucoup de temps à perdre. À part, à la limite, si on est un artiste et qu'on est capable de défendre que ça a du sens parce que ça montre le côté vain de la société de consommation qui ne peut se nourrir elle-même. Bon, je suis sûr qu'on peut imaginer des choses, mais là, tu parles d'art contemporain, là. Voilà, d'art très contemporain. Très contemporain. Peut-être même un peu futuriste. Donc, dans ce cadre-là, c'est que de l'invention. Et en effet, l'innovation, c'est une invention qui est pertinente, qui trouve son marché, ou en tout cas qui se diffuse dans un contexte. Donc, l'innovation et la créativité sont très proches, tandis que l'invention et d'une certaine façon la folie, qui peut manquer de cohérence, sont assez proches. J'aurais presque tendance à dire que on pourrait presque plus rapprocher la folie de l'inventivité plutôt que de la créativité, qui est une notion de beaucoup plus haut niveau que l'inventivité. Un enfant qui dessine n'importe quoi sur une feuille, il est inventif, il invente plein de formes, etc. Mais c'est pas Picasso parce qu'il n'y a pas toute une construction mentale, culturelle, avec une intention artistique qui donne du sens, même à quelques carrés un peu bordéliques sur un tableau, quoi. Et du coup, en termes de… Ce qui était intéressant dans la recherche là, des Danois sur comprendre… Parce qu'au départ, ils ont fait tout un processus de recherche sur comprendre la créativité. C'est… un de leurs axes de travail, c'était de comment le cerveau arrive à combiner des informations. C'est-à-dire finalement, c'est ça la créativité, c'est combiner des informations qu'on a déjà nous. C'est pour ça que c'est important de s'inspirer, d'avoir des connaissances, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer dans le vide. Il faut qu'on ait un certain niveau d'information. Et c'est comment le cerveau il va aller chercher ces informations, les combiner entre elles pour donner des solutions qui soient vraiment pas les solutions immédiates. Et une de leurs conclusions, c'est de se dire, en fait, ça prend du temps. C'est-à-dire que le cerveau, il ne va pas envoyer tout de suite des combinaisons hyper créatives. En général, le cerveau, de base, il n'est pas du tout créatif, il est très paresseux, et il va, parce que c'est notre fonctionnement depuis des millénaires, on avait besoin de prendre des décisions très rapides, et du coup, notre cerveau, il a été habitué à nous donner les décisions les plus évidentes et les plus faciles, et en tout cas les plus sécurisantes pour nous. Et souvent des choses qu'on sait déjà faire. Et donc du coup, une des conclusions, c'est de se dire, finalement, déjà, la créativité, ça prend du temps. Il faut savoir jeter ses premières idées et attendre, en tout cas, générer des idées, les idées suivantes qui vont, et ça, ils l'avaient mesuré dans leurs études, qui vont être plus créatives que les toutes premières idées. Et je pense que dans les processus de création et d'innovation que vous mettez en place, c'est quelque chose que vous prenez en compte forcément. C'est fondamental. Le temps long de la créativité, c'est clair. C'est ce qu'on appelle l'incubation créative, qui précède l'effet Eureka. Dans le côté mythe de la créativité, il y a le mythe de l'effet Eureka. C'est tout d'un coup, l'idée vient alors que la personne ne travaillait pas du tout dessus. C'est Poincaré qui raconte très bien dans ses livres comment il avait des idées mathématiques géniales qui lui apparaissaient à des moments impromptu, il se balade dans un parc avec des amis, ils discutent du goût du cigare qu'ils ont fumé la veille, et tout d'un coup, bam, l'idée apparaît avec un caractère d'évidence absolue. Mais pour que ça se passe, pour que cet effet Eureka ça se passe, c'est pas magique. En effet, comme tu le disais, il y a une incubation qui a lieu pendant un temps assez long avant.
Et même cette incubation, elle ne peut avoir lieu, en effet, que si avant, on a déjà plongé dans le sujet et qu'on a déjà généré des premières idées finalement peu créatives, qu'on a déjà travaillé sur le sujet, qu'on a mis le cerveau en état de pouvoir recombiner l'information de façon inconsciente, quoi. Ouais, c'est Et, ça. et Et c'est justement pour ça que moi, je pense qu'on est face à la question du jour qui était est-ce qu'on a besoin de folie pour créer? Ma réponse est non, parce qu'en fait, vraiment, le mythe de l'idée qui arrive comme ça d'un coup, alors qu'on ne connaît pas du tout le sujet, qu'on va s'improviser dans le domaine, c'est impossible, quoi. C'est pas de la créativité, là, on est dans la psychopathologie totale, quoi. ouais. À la limite. Ce qu'on voit aussi souvent quand on regarde un peu les grands génies, ceux qui ont, on peut définir un génie par quelqu'un qui, dans son domaine, a changé l'histoire, ou en tout cas a marqué l'histoire. On peut le définir un peu rétrospectivement comme ça, histoire d'être suffisamment large. Les grands génies, la plupart du temps, que ce soit en sciences, des Einstein, que ce soit en art, des Picasso, etc., très souvent, ils ont été, enfin, le moment où ils ont été le plus géniaux, soit c'est qu'ils étaient assez jeunes encore, c'est-à-dire qu'ils avaient une vraie connaissance du sujet qu'ils étaient en train de traiter, mais ils étaient encore très ouverts d'esprit par rapport à ce sujet, soit ils étaient arrivés depuis assez peu de temps dans le sujet, suffisamment de temps là aussi pour le maîtriser, mais pas encore suffisamment pour être un tel expert que c'est de plus en plus difficile d'avoir des idées créatives parce que le cerveau fait de plus en plus de raccourcis d'experts et ne va plus chercher en dehors des solutions déjà trouvées, quoi. Et en effet, souvent on dit qu'un mathématicien, s'il n'a pas fait ses découvertes fondamentales entre 20 et 30 ans, il ne sera jamais un grand mathématicien, ce qui est ultra cynique et horrible, mais historiquement assez vrai, quoi. Et justement, dans la question sur est-ce qu'il y a certains troubles qui peuvent favoriser la créativité, nous, on travaille pas mal chez Sibius dans l'autisme, des troubles du neurodéveloppement, et donc un fonctionnement du cerveau qui va être. Là, on est plus. Nous, on parle encore de troubles, mais de plus en plus, on parle de neurodiversité, c'est-à-dire, finalement, on a des cerveaux qui fonctionnent différemment du cerveau typique, donc du cerveau neurotypique, avec des fonctionnements atypiques, et qui sont de plus en plus recherchés dans les entreprises pour justement éviter ce dont tu viens parler, le biais d'expert, pour éviter de rester sur des fonctionnements habituels et de générer finalement des façons de penser différentes qui vont permettre aux entreprises d'être plus innovantes. Donc de plus en plus, on a ce courant-là, alors moins en France, mais beaucoup aux États-Unis, sur la recherche de collaborateurs qui ont eu un fonctionnement neuronal atypique finalement. C'est super intéressant ça, parce que ça montre aussi que quand on pose la question du lien entre folie et créativité, plus fondamentalement, on pose la question aussi de qu'est-ce que c'est la folie, pardon, dans une société. Parce que jusqu'au XXe siècle, où le modèle un peu en tout cas en entreprise, le modèle était celui de l'industrialisation, donc on essayait de reproduire à l'identique des produits, on était dans enfin, il fallait un modèle d'entreprise très mécanique, qu'on ait des humains au travail qui soient capables de reproduire les mêmes tâches et d'être justement des experts ultra spécialisés dans leur domaine. La normalité, c'était d'être un expert ultra spécialisé, et la folie, c'était d'être un espèce de divergent qui a du mal à se concentrer sur une seule chose, qui a un fonctionnement cérébral un peu divergent, justement. Et peut-être qu'avec des entreprises au XXIe siècle qui vont avoir beaucoup plus besoin d'innovation, de créativité, de repenser leur modèle régulièrement, la normalité va devenir des profils qui pensent original, et les ultra spécialistes qui ne sauront pas sortir de leur domaine, même s'ils sont parfaitement câblés pour leur domaine, deviendront les fous parce qu'on considérera qu'ils sont justement incapables de créativité, puisque la créativité est la norme. Je trouve que ça peut aussi être. Ça montre que je pense que la folie est aussi alors, pas forcément la pathologie
qui, elle, peut être évidemment tellement malheureuse pour l'individu qu'on peut que la considérer comme une pathologie, mais le mot folie en tant que tel peut être défini de plusieurs façons selon les Tout époques. à fait, ouais. Alors, mais c'est hyper, c'est porteur d'espoir parce qu'en fait, un des freins justement à la santé mentale, aux troubles mentaux, c'est beaucoup la stigmatisation et la peur, en fait, de ne pas en parler, de ne pas l'évoquer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, certains patients mettent du temps à consulter, mettent du temps à être pris en charge. Et plus on aura justement, plus on sera capable d'intégrer des personnes qui pensent différemment pour les inclure dans des organisations et leur faire de la place, et plus on pourra aussi mieux prendre en charge finalement ces, entre guillemets, les plus pathologiques. Et on reviendra peut-être à un format, on va dire, du Moyen-Âge où on va intégrer ces fous dans la société. Finalement, ils font partie de notre écosystème, ils font partie de notre équilibre au final. Mais ça va demander quand même aux entreprises de s'adapter, hein, au même titre que l'école doit s'adapter à des enfants, on va dire, à des besoins spécifiques, des enfants qui ont des besoins spécifiques. Au même titre, l'entreprise, elle va devoir s'adapter aussi à cette neurodiversité pour pouvoir finalement survivre derrière. C'est clair qu'en restant dans un modèle machinique, la neurodiversité, ça sera toujours le grain de sable qui fait achoper les engrenages. Donc, il faut passer à des modèles sûrement plus souples sur l'entreprise. Et aujourd'hui, il y a vraiment des sociétés dont qui sont plus sur le domaine de l'inclusion en France, hein, l'inclusion des sujets avec troubles du spectre de l'autisme, par exemple, dans les entreprises. Mais comme je disais, aux États-Unis, c'est devenu des fois des règles de recrutement. Certaines boîtes recherchent des sujets qui ont des troubles du neurodéveloppement, qui ont des troubles autistiques, parce qu'ils savent qu'ils sont, en tout cas, ils ont une performance qui est différente, voire peut-être supérieure à d'autres collaborateurs. Alors, déjà, merci beaucoup pour cette présentation, Guillaume. Ce que je vous propose, donc, comme vous l'aurez compris, Guillaume et moi sommes un peu dans l'échange vis-à-vis de ce sujet, puisqu'on porte tous les deux un regard sur la notion de la créativité. Ce que je vous propose pour la suite, on avait prévu de prendre une grosse vingtaine de minutes pour introduire un peu le sujet et mettre, on va dire, un premier bain de connaissances et de questions à se poser. Je vous propose que la deuxième partie, vous réactiviez vos micros et qu'on soit, comme on est en petit comité, dans un échange un petit peu plus, avec un petit peu plus de monde, enfin, avec vos participations aussi. Je pense que sur le sujet de la créativité, tout le monde a son mot à dire et que c'est pas parce que Guillaume et moi avons des expertises qui nous approchent de ce domaine-là qu'on a la science infuse. Hein, Guillaume le rappelait à très juste titre. Aujourd'hui, il y a la connaissance sur la créativité encore très empirique. Donc, tout le monde peut avoir des idées très intéressantes dessus. Et donc, alors nous, on a préparé un certain nombre de questions. Olivia sera la garante de les poser. Et sur ces questions, je vous propose que tout le monde puisse réagir, tout le monde puisse donner son avis. Guillaume et moi pouvons peut-être des fois amener des sources externes, des connaissances qu'on aurait pu récupérer à droite à gauche pour enrichir le débat, mais que tout le monde donne son avis sur ces questions. Avant de passer donc à ces questions, je vais quand même demander à Guillaume de se présenter, se représenter pour les personnes qui sont arrivées et peut-être nous dire en quelques mots ce que fait sa boîte, puisqu'il ne nous l'a pas expliqué au début et que c'est quand même passionnant et que ça touche à tout ça. Donc voilà, Guillaume, si tu peux en quelques phrases nous dire un petit rapidement, peu. Donc en fait, moi j'ai un passé dans l'industrie pharmaceutique et il y a 5 ans, je me suis rendu compte que l'industrie pharmaceutique développait beaucoup de nouvelles molécules, mais pour les maladies rares et pour le cancer, et pas forcément pour des maladies, pour d'autres maladies qui nous touchent beaucoup, qui sont les maladies mentales et neurologiques, qui étaient déjà le parent pauvre de l'innovation. Et donc à ce moment-là, je me suis dit que ma vision, c'était que les nouvelles technologies pouvaient apporter quelque chose aux maladies mentales et neurologiques et aux professionnels ainsi qu'aux patients. Et donc j'ai quitté la pharma pour m'intéresser à l'innovation, aux startups, au domaine tech, que j'y connaissais rien.
Et en même temps, j'ai identifié des technologies qui pouvaient répondre à cette vision que j'avais. Et c'est comme ça qu'il y a 2 ans, j'ai rencontré l'équipe du CNRS de Lyon, à l'Institut du cerveau, à l'Institut des sciences cognitives, et qui avait développé une technologie d'analyse du mouvement oculaire qui utilise une simple tablette tactile, en fait, comme un jeu d'exploration d'images. On va explorer des images floutées avec notre doigt. C'est l'œil qui va guider le doigt sur la tablette. Et à partir de là, on va enregistrer des trajectoires d'exploration sur ces images. Et à partir de ces trajectoires, avec de l'algorithmie, avec un peu d'intelligence artificielle, on va pouvoir évaluer le statut cognitif d'une personne, d'un sujet. Donc on s'en sert aujourd'hui, on est en train de développer une application pour le dépistage précoce des troubles du neurodéveloppement, donc pour suivre les enfants dès l'âge de 2 ans. Donc on a un partenariat dans ce cadre-là avec un groupe de crèches qui, avec l'accord des parents, on sollicite les enfants pour enregistrer des données. Et sur la base de ces données, on va créer des algorithmes qui vont nous permettre de détecter, de suivre le neurodéveloppement des enfants pour détecter plus tôt des troubles et permettre une prise en charge plus précoce et du coup une inclusion meilleure pour eux. Puis on travaille également dans d'autres domaines neurologiques comme la commotion cérébrale, les maladies neurodégénératives, les troubles neurovisuels par exemple. Donc voilà ce qu'on fait. Et c'est top. Très jolie start-up. Ok. Eh ben, merci Guillaume. Du coup, pour commencer, alors il y a déjà Margot qui avait une question, et puis après je laisserai la parole à Olivia pour poser les questions suivantes, à moins que vous en ayez déjà par rapport aux échanges qu'il y a eu entre Guillaume et moi avant. Mais déjà, la première question de Margot était: est-ce que les différents types de TDAH, donc les hyperactivités, font partie des troubles mentaux qui peuvent impacter la créativité? Oui, bah, j'en parlais justement, les TDAH, c'est souvent intriqué avec des troubles, des troubles neurologiques, hein. On est là dans le cadre des maladies mentales, des maladies neurologiques. Alors, on parle de maladie à partir du moment où le sujet, où l'individu, il se sent mal, mais on peut très bien vivre avec un TDAH et en trouver aussi une ressource finalement. Puisque, alors est-ce qu'il y a un lien avec la créativité? Il y a sûrement un lien avec la capacité de travail, la capacité à gérer beaucoup de sujets en même temps. Et donc, effectivement, il peut y avoir un effet sur la créativité, a priori, puisque si on peut brasser beaucoup d'idées différentes, beaucoup de sujets différents, ça peut nous permettre d'accéder à une capacité créative. Par contre, dans le TDAH, il y a une notion aussi de fatigabilité, qui peut aussi bloquer la créativité, hein, quand on a l'impression qu'on est un peu vidé, qu'on est un petit peu à plat. Bah, ce n'est pas forcément les périodes où on va être les plus créatifs par rapport aux périodes où on est très hyperactif. Voilà. Donc oui, je pense qu'il y a une manière différente de réfléchir, de penser, d'agir. Par contre, il y a aussi les côtés négatifs de l'hyperactivité qui bloquent aussi la créativité. Merci. Ça, je peux témoigner. Moi, je suis hyperactif, léger, on va dire. Et en effet, tout ce que tu viens de dire, c'est exactement la façon dont je vis la créativité, en effet, par la capacité à toucher plein de domaines et être super connecté à plein de choses différentes, mais avec des moments à plat et plus une seule idée qui vient parce que lessivé, quoi. Et, le cerveau qui n'a qu'une envie, c'est de penser à rien. Et souvent, les artistes évoquent cette période où finalement ils n'arrivent plus à produire. C'est-à-dire qu'ils ont, entre guillemets, ils ont été très créatifs à une période donnée, et souvent on dit: ah, mais ça fait 2 ans qu'il n'a pas fait de nouvel album. Si on parle d'un chanteur, par exemple. Bah, c'est parce qu'à un moment donné, bah, voilà, on est vidé et du coup, on produit, entre guillemets, on n'est plus créatif. Stéphanie, tu avais une question, tu veux peut-être la poser toi-même directement, tant qu'à faire, hein.
Oui, en fait, ma question, enfin, rejoint en fait celle de Margot, mais vous y avez répondu, puis dans votre approche aussi, c'est effectivement tout ce qui est troubles des apprentissages, trouble 10, parce que je suis directement impactée. Je suis maman de 2 enfants neuroatypiques, donc je m'intéresse D'accord. beaucoup à la question. Mmh. Et je suis pas mal de recherches. J'ai été aussi dans des protocoles de recherche. Et effectivement, enfin, tout ce que vous dites sur la créativité m'interpelle beaucoup, et je constate que mes enfants, effectivement, enfin, en tout cas, peuvent trouver des solutions créatives, mais sont relativement quand même hors normes. Ce qui rend quand même très compliqué leur approche on va dire, comme vous le disiez, hein, de l'école aujourd'hui, qui n'est pas, on va dire, adaptée. En tout cas, peut-être pas aussi adaptée qu'on peut être en avance aux États-Unis, où on entend parler de recrutement de 10 dans les entreprises. Et voilà. Donc, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, ce que vous avez présenté sur votre recherche m'intéresse beaucoup. Donc, si vous pouvez éventuellement aussi nous en dire plus par rapport à ça. Si vous pensez que enfin voilà, qu'il y a plutôt des choses assez encourageantes sur ces sujets, ouais, je trouve que ça pourrait être intéressant. Alors, aux États-Unis, par exemple, alors c'est vrai que bon, l'autisme, les troubles du spectre de l'autisme, on commence à être, on va dire, assez avancés, mais c'est vrai que les troubles 10, les troubles de l'hyperactivité, on a encore beaucoup de mal, en fait, à les diagnostiquer tôt, à les prendre alors de mieux en mieux à les prendre en charge. Et notamment aux États-Unis, moi je m'intéresse beaucoup à ça parce que c'est mon domaine, hein, c'est le digital. Il y a des technologies d'accompagnement digitalisées qui sont en train d'être validées par des études cliniques et enregistrées par la FDA en tant que ce qu'ils appellent les digital therapeutics, c'est-à-dire des approches, on va dire, thérapeutiques digitalisées et qui ont fait leurs preuves dans des études cliniques, donc, et notamment dans l'hyperactivité et ces troubles. Alors après, est-ce qu'il faut... Ça pose une question, c'est est-ce qu'il faut que la personne qui a ce trouble, il s'adapte, il corrige pour s'adapter, ou est-ce que c'est pas, à l'inverse, l'environnement qui doit s'adapter à cette neuroatypicité, quoi. Et c'est une grande question, ça. Voilà, et moi je pense que la réponse elle est entre les deux, c'est-à-dire que tant que la personne elle est à l'aise, elle trouve un équilibre, bah il n'y a pas besoin de la surtraiter. Par contre, c'est vrai que bah, il y a des périodes où peut-être qu'une approche médicamenteuse ou digital thérapeutique, bah, c'est important aussi pour l'équilibre de la personne, quoi. Et juste une question autre, est-ce que pour vous, et puis c'est une question qui s'adresse aussi à Flavien, mais on en avait déjà parlé, quid de la créativité et de la contrainte? C'est-à-dire, on dit souvent la contrainte rend créatif. On parle de la frugalité, notamment dans les pays émergents, qui effectivement entraîne la créativité, parce que bon, et notamment avec tout ce qui a été fait par Navi Raju. On parle de créativité sous contrainte quand on fait de la créativité aussi en entreprise, où on a un timing, voilà, on met des jalons pour que les gens produisent. Voilà. Et est-ce que pour vous, cette contrainte, qu'elle soit temporelle ou une contrainte autre, est-ce que c'est une condition de la créativité? Je ne sais pas si Flavien, tu veux répondre? Déjà, juste pour préciser un petit peu ce que tu dis, Stéphanie, tu as évoqué 2 types de contraintes qui, en fait, ne sont pas du tout du même ordre. Elles ont toutes les 2 un rôle, en effet, mais il y a une contrainte qui, en effet, est celle, par exemple, de Juga, de l'innovation frugale, etc., qui est, on va dire, une contrainte dans le champ des possibles. On restreint le champ des possibles, et donc là, ça peut accélérer le processus créatif, puisque le cerveau va chercher dans un champ moins large de solutions. Mais ça peut aussi empêcher certaines autres solutions d'apparaître qui auraient été un peu éloignées dans le champ des possibles. Mais il y a une jolie citation d'André Gide qui dit « L'art naît de contraintes, vit de lutte et meurt de liberté ». Donc là, l'art naît de contraintes, il y a un peu de ça. Voilà, quand on se donne des contraintes dans le champ créatif, ça permet d'y avancer plus vite et de façon plus cohérente. Donc ça, c'est un type de contrainte. Ça peut être ce qu'on fait en créativité sous contrainte en entreprise, de dire en effet, on n'a pas le droit d'aller chercher des solutions trop chères,
on n'a pas le droit d'aller chercher des solutions qui ont un impact négatif sur l'environnement, on n'a pas le droit d'aller chercher des solutions que le directeur général n'aime pas parce qu'il faut lui faire plaisir. Enfin, il y a plein de possibilités, voilà, mais on restreint le champ des possibles. L'autre contrainte que tu évoquais, c'est la contrainte temporelle. Elle sert pas à, elle ne balise pas le champ des possibles, elle ne donne pas des heuristiques pour réfléchir dans le champ des possibles. Elle met simplement la personne dans un état de pression qu'on espère positive, puisqu'il n'y a pas non plus, enfin, c'est pas comme si on se faisait courir après par une meute de chiens. On reste dans un contexte sécurisant, mais le fait de mettre une pression active le cerveau et rend les gens, mais ça marcherait pour la créativité comme pour d'autres domaines cognitifs, hein, rend les gens plus actifs et les pousse à ne pas se ramollir, parce que quand on commence à faire la sieste, on fait la sieste. Enfin, quand on est en classe, quand on est enfant, on bouffe de la connaissance, on sait qu'on a une durée d'attention de maximum 20 minutes, et encore, c'est pour quand le professeur est intéressant, et après, on commence à tomber légèrement en somnolence. S'il n'y a pas des éléments de contexte environnemental qui réveillent l'attention, qui mettent un peu de pression et qui boostent, on a tendance à s'endormir. Et quand le cerveau se repose, c'est clair qu'il n'est pas créatif. Enfin, ou en tout cas, il n'est pas créatif consciemment. Il peut faire travailler inconsciemment, faire cette fameuse incubation qui amène de la créativité plus tard, donc qui est très importante. Mais pendant une séance de créativité en entreprise où on espère que des idées bonnes soient générées, on en veut beaucoup, ou en tout cas suffisamment. Et donc, la pression du temps permet de se dépasser grâce à de la contrainte. Mais du coup, c'est des contraintes de deux ordres différents. Et, parce qu'en fait, je pense que la notion de contrainte liée au temps, elle rejoint une composante qui est nécessaire pour être créatif, c'est la motivation. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et comme tu dis, ça rejoint ce que tu disais, quoi, c'est le fait qu'on est boosté et qui va nous permettre de générer des idées, de faire des associations. Et ça, c'est la motivation, en fait. C'est la capacité à rester motivé sur l'objectif et à pas se laisser pas être ramolli, comme tu dis. Et donc, on génère cette motivation de manière un peu artificielle en disant, bah voilà, on vous met sous contrainte de temps pour générer cette motivation. Alors, certains l'ont déjà, hein, quand on est créatif sur une passion, bah, finalement, on est motivé intrinsèquement parce que la passion, c'est notre passion. Mais quand on est en entreprise, bah, voilà, l'idée de motiver les gens, c'est aussi de les mettre sous pression grâce au temps. Et cette contrainte du temps, en fait, c'est celle qui est la plus visible, la plus utilisée, etc. Mais elle intègre un ensemble de contraintes qui sont en fait ce que moi j'appelle les règles du jeu, parce que la créativité et le jeu sont des éléments qui sont très liés. Le jeu, c'est vraiment un environnement artificiel pour créer de la motivation intrinsèque. Et si on n'a pas des contraintes de temps ou des règles du jeu qui imposent un petit peu une façon d'agir, d'une part, on ne sait pas vraiment où aller, on n'a pas d'objectif très précis, et on sait que quand il y a un objectif précis, c'est beaucoup plus simple de l'atteindre, et on n'a pas on va dire, d'éléments de cohérence pour qu'un groupe soit créatif ensemble. Donc il y a aussi, voilà, moi je rapporte beaucoup la question du temps au rythme d'un jeu. Et on voit dans beaucoup de jeux vidéo, il y a la notion du temps. Dans beaucoup de jeux de société, il y a la notion du temps. Quand on joue à la bataille corse ou au Jungle Speed, on voit le niveau d'excitation et d'engagement des gens dans le jeu qui monte parce qu'il y a la contrainte temporelle. La contrainte temporelle est une des plus puissantes pour créer des mécanismes de jeu très engageants. Il y en a d'autres, hein. Les mécanismes de quête, les mécanismes de niveau qu'on monte, il y a des mécanismes sociaux de cet ordre-là aussi, mais le mécanisme du temps est un des plus faciles à déclencher parce qu'il est très facilement compris et on rentre tout de suite dedans. Et on sait qu'on a 3 minutes pour faire cette tâche, 20 minutes pour générer tant d'idées, etc. Donc, on se dit aussi que dans 20 minutes, ça sera fini, donc je peux tout donner pendant 20 minutes. Tandis que si on nous dit c'est dans les 3 prochaines années, on ne peut pas se donner à fond pendant 3 ans, donc on laisse passer, et on ne rentre jamais dans ce régime un peu d'intensité que peut apporter une contrainte temporelle. Ok, merci.
Mais tu verras ça mardi et mercredi, Stéphanie. C'est ce que j'attends avec impatience, de l'expérimenter et de le vivre en direct. Learning by doing. Olivia, peut-être que tu peux évoquer une ou deux des questions qu'on avait notées pour que tout le monde puisse réagir aussi et que ça ne soit pas que Guillaume et moi qui apportions au débat. Bien sûr. Alors justement, comme tu parlais que le temps pouvait être un mécanisme qui favorisait justement la créativité, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir d'autres mécanismes, peut-être d'autres façons d'être créatif et comment on peut essayer d'apprendre à être créatif si on peut toutefois apprendre, mais peut-être mettre en place des mécanismes du quotidien dans lesquels on pourrait se retrouver en étant un peu plus créatif? Peut-être qu'un élément de réponse comme ça, un peu à chaud, ça serait de se challenger en permanence et un peu de changer d'environnement. Moi, je sais que ça marche bien, ça, mais quand je vais dans des endroits que j'ai pas l'habitude d'aller, que je parle à des gens que j'ai pas l'habitude de côtoyer, généralement, ça s'active plus vite et mieux. Après, se challenger, sortir de sa zone de confort, pas forcément, mais ouais, le fait de voir autre chose et de rencontrer d'autres personnes. Enfin, dans des mécanismes un peu simples à mettre en place, en tout cas. Ça rejoint d'ailleurs ce que Guillaume évoquait sur le fait d'avoir des stimulations diverses et variées pour avoir de l'information à processer et à mailler inconsciemment pendant des périodes d'incubation. Ça demande d'avoir des environnements riches, de rencontrer des gens. On sait que l'environnement social externe, hein, c'est un des facteurs de créativité. On sait que le fait d'être, c'est pas simplement interne, il y a ce facteur externe, environnemental et notamment social, des interactions sociales, qui fait que on peut générer, ça rend plus créatif en fait. Ça fait partie des critères. D'accord, merci beaucoup. Les autres, est-ce que vous avez des mécanismes du quotidien que vous pouvez mettre en œuvre pour faciliter votre créativité? Oui, bonjour Olivier. Moi, j'aurais peut-être une question. Là, on parle de créativité, mais c'est quand même plutôt une créativité un petit peu élitiste où on cherche à obtenir un résultat, une performance, je dirais. Moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est quand on parle justement de personnes avec des handicaps cognitifs ou des problèmes neurologiques, c'est tout ce qui est motivation de la créativité. Les peintres du dimanche, pour prendre un exemple pour illustrer mon propos, c'est pas des gens qui vont faire une grosse création au niveau international, mais en revanche, c'est des gens qui se font plaisir avec cette création et donc du coup qui trouvent une valeur dans cette créativité. Donc ma question est justement par rapport aux outils numériques et par rapport au support qu'on a, qu'est-ce que vous avez ou est-ce que vous avez déjà une réflexion à ce sujet-là pour motiver la création pour des personnes qui ne sont pas forcément des artistes quoi, ou des innovateurs? En fait, il y a des études qui montrent qu'il n'y a pas de lien entre niveau créatif et, par exemple, le quotient intellectuel. Je résume pas les difficultés au QI, mais en fait, c'est juste que le QI, c'est facile à mesurer, donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Et en fait, ils ont comparé justement le potentiel créatif et le QI, et il n'y a pas de lien en fait. C'est-à-dire que la créativité peut s'exprimer dans tous les niveaux de performance intellectuelle, on va dire. Après, ce qui est intéressant dans les outils digitaux et notamment les outils un peu intelligents, c'est que justement, les contraintes peuvent s'adapter à la personne et du coup peuvent stimuler finalement la personne, quel que soit son niveau. Et du coup, ou en tout cas la rendre créatif et créer des contraintes qui soient dépassables à son niveau. C'est ça aussi qui est intéressant avec les outils digitaux. On a peut-être un peu moins dans les outils qui sont utilisés classiquement par les thérapeutes, qui sont des outils papier-crayon qui évoluent pas forcément, qui sont pas forcément personnalisables, où finalement c'est le thérapeute qui va personnaliser l'approche. Donc il y a des approches effectivement avec des outils qui, notamment nous on travaille sur un outil pour aider à la lecture, justement on parlait des troubles 10,
Et donc, avec notre technologie, qui est basée sur le floutage d'une image, on va flouter et déflouter une partie de la zone de lecture pour aider la personne à se concentrer, à se focaliser sur les lettres qu'elle a à lire et éviter qu'elle soit perturbée par l'ensemble du texte. Donc, ça, c'est un exemple de la capacité du digital, justement, à personnaliser les choses et à s'adapter, entre guillemets, au niveau, entre guillemets, de la personne. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais bon, ça m'a évoqué ça. Partiellement, effectivement, mais tout à fait. Moi, si je peux donner un petit apport qui n'est pas directement personnel, j'ai un ami qui travaille dans une association qui, en gros, aide des personnes en grosse difficulté, donc notamment des migrants, des SDF et des personnes qui sont en difficulté aussi avec des troubles mentaux mineurs, etc., à développer une activité créative pour justement avoir une participation plus engagée, pour qu'ils se sentent un petit peu plus, qu'ils aient l'impression d'apporter une contribution, tout simplement. Et ils le font en gros en amenant ces gens-là dans des Fab Labs, donc des laboratoires de fabrication un peu nouvelle génération. C'est des tiers-lieux dans lesquels on trouve des choses comme des imprimantes 3D, des découpeuses laser, mais aussi plein d'outils traditionnels que l'on peut trouver dans n'importe quelle menuiserie. Et ils les forment sur l'utilisation de ces outils. Et en fait, ces gens-là, donc déjà grâce à des outils à commande numérique qui sont finalement assez simples à utiliser, mais peuvent produire des résultats très professionnels, sont capables de très rapidement se mettre à produire des créations artisanales. Par exemple, pendant le Covid, ils ont créé des masques, etc. Enfin, ils peuvent créer énormément de choses assez facilement dans ces lieux-là, même sans avoir des compétences d'ingénieur ou des compétences de designer, ce genre de choses. Et petit à petit, ces gens-là, en s'autonomisant sur ces technologies et sur ces façons de créer, il y en a plusieurs qui ont déjà lancé des petites entreprises ou se sont mis à développer avec d'autres entreprises des nouveaux produits, etc. Et en fait, ont développé une créativité immense parce que je crois personnellement que pour vouloir, il faut savoir qu'on peut. Et mettre dans la main de n'importe qui un outil, c'est lui donner une nouvelle possibilité d'expression, une nouvelle possibilité de création. Donc finalement, ça passe certes par la formation, mais parfois pas une formation de très haut niveau, simplement donner aux gens l'accès à des outils de production, à des outils de création qui ensuite leur ouvrent des portes et à partir de là, les laisser aussi expérimenter beaucoup de choses. Et voilà. La créativité, comme on le disait un peu avec Guillaume au début, même Guillaume le disait, a priori, tout le monde en est capable. C'est pas une question ni de QI, ni de position sociale, etc., même si ça peut être des facteurs facilitants. Tout le monde en est capable, mais par contre, il peut y avoir et des inhibitions parce que certaines personnes ne se pensent pas légitimes pour créer et pour apporter des choses nouvelles. Et puis, il peut y avoir surtout un manque d'outils, parce que même pour écrire, il faut déjà savoir écrire, même si on veut ne serait-ce qu'écrire de la poésie. Donc, toute création suppose des outils créatifs, une technique créative. Et il y a une époque, pour être un créateur, il fallait avoir une technique créative ultime, il fallait être capable de faire des perspectives dans l'espace et faire des magnifiques tableaux. On a la chance à notre époque d'avoir un certain nombre d'outils beaucoup plus accessibles, où il n'y a pas besoin d'avoir 8, 5 ans de pratique pour les maîtriser, qui permettent de créer des choses très pertinentes et très abouties. Donc voilà, pour moi, ça se résumerait un peu comme ça. Pour vouloir, il faut savoir qu'on peut. Pour créer, il faut savoir qu'on peut créer. Et donc, mettre à disposition de toute population des outils de création. Et le mouvement des Fab Labs, en tout cas les Fab Labs libres, les Fab Labs tels qu'ils ont été conçus à l'origine, participent vraiment de cet effort, je crois. Moi, je suis très, très partisan du mouvement des Fab Labs pour dans cette logique-là. Voilà, si ça apporte un autre petit élément de Tout à fait, tout à fait. Guillaume Durand précise, pose la question, est-ce que les pathologies AVC sont aussi possibles? Oui, en fait, on travaille effectivement avec notamment l'hôpital neurologique à Lyon et puis la Pitié-Salpêtrière à Paris
avec notre technologie pour mieux évaluer de manière plus simple les séquelles, notamment d'AVC. Et on va commencer un travail aussi pour évaluer les troubles cognitifs liés à des commotions cérébrales, donc des traumatismes crâniens ou alors des chocs, que souvent, on en parle de plus en plus dans le sport de contact, le rugby ou aux États-Unis, le football américain. Donc, finalement, c'est pas des chocs à la tête direct, mais c'est le fait d'avoir que le corps subisse des accélérations très importantes ou des moments de choc très, très intenses qui, au fur et à mesure, font bouger le cerveau dans la boîte crânienne, créant des petites inflammations qui, à terme, peuvent beaucoup plus tard créer ce qu'on appelle une commotion cérébrale et du coup de générer plus tard des maladies neurodégénératives. Donc là, il y a tout un aspect préventif qui est en place au niveau de la Ligue de football américain, et de plus en plus, ça arrive en France, et notamment au niveau du rugby, pour essayer de prévenir ces commotions cérébrales, en tout cas de les détecter les sportifs qui sont à risque, et de pouvoir les prévenir leur aggravation, finalement. Olivia, est-ce que tu veux sortir une autre question de ton chapeau? Oui, bien sûr. Là, c'est une question plutôt basique, mais je pense qu'elle est quand même pertinente. Est-ce que selon vous, il y a plusieurs types ou niveaux de créativité? Est-ce qu'on pourrait par exemple les classer sur une échelle de 1 à 10 ou alors en plusieurs catégories? Voilà, ce genre de petites choses. Alors, plusieurs catégories de créativité. Alors, plusieurs catégories. Est-ce qu'on peut, déjà, est-ce qu'on peut la mesurer? On a vu qu'il y a effectivement différents types de tests. Après, donc on peut la mesurer. On peut dire que telle ou telle personne est dans un état plus créatif que l'autre sur la base de tests. Après, est-ce que on peut ranker le niveau de créativité? Je pense qu'il y a différents types de créativité. C'est-à-dire que ce n'est pas la même créativité qu'on a dans la recherche, qu'on a dans la science, peut-être. Mais dire qu'il y a différents niveaux, bon, je ne sais pas. C'est... Par rapport à oui, voilà. Par rapport à quoi, je ne sais pas. En tout cas, le fait de pouvoir dire qu'il y a plusieurs types de créativité, je pense que oui, tout comme il y a plusieurs types d'intelligence, plusieurs types de cerveau, etc. En effet, il y a déjà, il y a la créativité scientifique, la créativité artistique, par exemple, sont très différentes, je crois, en termes de processus. Même s'il y a des fondamentaux communs, il y a quand même des contraintes qui ne sont pas du tout les mêmes. On essaye de créer des valeurs esthétiques et des résultats scientifiques. Les résultats scientifiques, on a, disons, un coup près qui vient nous dire oui ou non, c'est la nature. Donc, on fait des expériences pour valider. Et donc, la créativité est tirée par quelque chose d'externe. Tandis que quand on est dans une créativité artistique, on est beaucoup plus tiré par une nécessité interne, ou en tout cas une intention qui est interne. Et il n'y a pas de vérité absolue qui serait définie par un critère objectif comme la nature. Donc déjà, je trouve que la créativité scientifique est très à part par le fait qu'elle dépende d'un critère de vérité objectif externe qui est celui de la nature. Après, on se rend plus qu'en effet, il y a des personnes qui sont très créatives pour résoudre des problèmes, le problem solving, des personnes qui sont très créatives pour faire le pas de côté par rapport à une situation, des personnes qui sont très créatives quand il s'agit de critiquer, et ce qui peut être très très bien, hein. Il y a des personnes qui sont très créatives dans le domaine social pour l'aspect relations sociales, etc., tandis que d'autres personnes sont beaucoup plus créatives sur vraiment de l'exercice abstrait intellectuel. Donc en fait, je pense que personnellement, je crois que ça dépend beaucoup des intelligences et des domaines dans lesquels on a de la facilité à penser. Mais du coup, là aussi, ça sera intéressant d'entendre les autres personnes sur une question comme ça qui est tout sauf qui a tout sauf une réponse absolue. Donc, je pense qu'Olivier avait une question aussi. Oui, tout à fait.
Vous m'entendez? Je ne sais plus si j'ai désactivé mon micro ou pas. Parce qu'effectivement, sur les personnes en rupture numérique, est-ce que vous avez des données concernant les proportions de personnes AVC, Alzheimer, etc., différentes routines, qui n'ont pas forcément les mêmes niveaux de rupture numérique suivant les problèmes rencontrés, quoi. Quand on parle de rupture numérique, moi, ça me fait penser à accès au numérique. Oui, tout à fait, accès au numérique. Okay. Bah, après, dans l'accès au numérique, on se rend compte, moi je vais donner une expérience, j'ai travaillé sur un projet dans le domaine de la schizophrénie. La schizophrénie, ça touche plutôt des personnes qui sont plutôt jeunes, plutôt défavorisées parce que bah, forcément, elles ont, en général, ils sont touchés malheureusement quand ils ont 18-20 ans, donc ils n'ont pas encore un travail. Donc du coup, ils n'ont pas forcément d'argent pour s'acheter beaucoup de choses. Et donc, on a développé une solution sur téléphone smartphone pour faire de la remédiation à domicile pour ces personnes. Et donc, une des questions que nous ont posé les investisseurs, ou en tout cas les gens qui finançaient le projet, c'est « Ouais, mais moi, je pense que ces personnes, elles n'ont pas de smartphone, donc ça ne sert à rien de développer une appli pour smartphone si elles ne peuvent pas s'acheter un smartphone. » Et donc, du coup, on a fait une enquête. Et on a été on a surpris les investisseurs, en tout cas les gens qui investissaient, en leur disant bah, finalement que le taux d'équipement de ces personnes était quasiment du même niveau que le taux d'équipement de la population générale. Donc je pense qu'il y a, voilà, je pense que je connais pas les taux d'équipement des personnes qui sont porteurs de ces troubles, hein. Mais je pense qu'il ne faut pas se faire d'idées préconçues. Moi, j'ai dans mon entourage plein de personnes âgées. Elles n'utilisaient pas d'ordinateur. Par contre, quand on leur amenait une tablette, bah, en fait, elles s'en sont trouvées à aller sur Facebook, à faire du Skype, alors que jamais elles n'utilisaient l'ordinateur de la maison. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est avec les écrans tactiles et ce qu'aujourd'hui on peut proposer comme expérience utilisateur avec les smartphones ou les tablettes, on a quand même un accès au numérique qui est très facilité, même pour des personnes qui, a priori, ont plus peut-être de difficultés. Merci. Flavien, tu as quelque chose à ajouter sur ce sujet ou non? Non. D'accord. Si personne n'a ajouté, on peut se faire une petite dernière question, peut-être sur la notion d'inspiration qui avait été évoquée tout à l'heure. Je trouve que c'est une notion sur laquelle tout le monde peut peut-être réagir. Et puis ensuite, on pourra tranquillement conclure. On va finir peut-être vers 19h30, quelque chose comme ça, un peu avant 20h, parce que comme on a eu moins de monde que prévu, on a moins d'interactions, etc. Donc si ça vous va, après bien sûr, on peut rester en ligne, on peut faire un dernier tour sur la question de l'inspiration. Olivia, il y a une question là-dessus? Tout simplement, soit d'où vient l'inspiration, ou alors, moi j'avais une question qui me trottait aussi dans la tête, mais là c'est mon côté personnel qui est en jeu. Encore mieux. Ouais. C'est qu'on avait réfléchi avec Flavien à une question et je la trouvais très pertinente. Et bon, on a été un peu du côté du sujet de l'art, donc je ne sais pas si on peut y revenir, mais ça me ferait plaisir en tout cas d'avoir votre réponse à ce sujet. C'est qu'on parlait beaucoup, on parle souvent des grands compositeurs, donc même aussi comme vous disiez, des grands écrivains, ou alors voilà des grands mathématiciens qui associent souvent par exemple, les mathématiciens, ils associent souvent des nombres à des couleurs pour calculer. La créativité, parce que je trouve ça vraiment fascinant, cette méthode d'association de choses pour arriver à justement à la créativité. Alors, j'ai pas très bien compris tout ce que tu as dit, mais c'était la question de la synesthésie. Et de l'impact de la synesthésie sur la créativité, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, ça rejoint le sujet sur la neurodiversité, c'est-à-dire cette capacité du cerveau à fonctionner au niveau cognitif différemment qu'un cerveau entre guillemets typique, hein. Donc là, on va parler de neuroatypicité, de neurodiversité. Et
Et c'est sûr que le fait d'associer, de voir le monde différemment, il y a des gens, ils associent des couleurs au bruit, au son. Donc ça, c'est une réalité, hein. On le sait aujourd'hui que c'est pas. Et ça rejoint le fait que finalement, le monde le monde qui nous entoure, il est simplement une représentation de ce que notre cerveau filtre finalement, hein. On dit souvent, ma carte n'est pas le territoire, hein. On n'a jamais une vision exhaustive du monde. Et c'est cette vision, elle nous est propre. Et c'est ce qui fait que finalement, chacun a sa propre créativité, chacun a sa propre manière de voir les choses. Et finalement, ça rejoint un petit peu ce que je disais au départ. On est tous capables de créativité. Et on voit tous le monde au travers de notre prisme, de notre cognition finalement. Et c'est ça qui nous rend créatifs. Donc, moi, je dirais c'est encore un message d'espoir. Nous sommes tous créatifs. À Lyon, il y a un jeune homme qui s'appelle Vincent Mignereau, qui est un chercheur indépendant qui écrit beaucoup sur… alors, il travaille beaucoup sur les notions d'effondrement. Il a monté une association sur cette question-là, l'effondrement de la civilisation. Et à côté de ça, il a aussi écrit des bouquins sur plein de choses, notamment sur la façon qu'on a d'apprendre à connaître, comment on connaît. Et je l'ai fait intervenir une ou deux fois en conférence, et il était intervenu sur une thématique sur laquelle il a écrit un bouquin qui s'appelle, que lui appelle, il a inventé le concept euresthésie. C'est en quoi la synesthésie permet au cerveau de trouver des nouvelles heuristiques, donc des nouveaux chemins de pensée pour trouver des solutions. Donc lui, il connecte complètement la question de la synesthésie à la question de la créativité. Lui-même est synesthète, c'est-à-dire que quand il raconte sa synesthésie, il voit, dès qu'il pense aux chiffres, un espèce de ruban de couleur autour de lui qui représente les chiffres, et il peut calculer en manipulant ce ruban. Et il a 2 ou 3 autres synesthésies comme ça assez fortes, mais qu'il a en plus appris à développer, c'est-à-dire qu'elles étaient présentes naturellement. Il les a conscientisées. Il faut savoir que tous les synesthètes ne conscientisent pas nécessairement leur synesthésie, puisqu'elle est tellement naturelle pour eux qu'ils ne s'en rendent pas forcément compte. C'est un rapport au monde évident pour eux, puisqu'ils l'ont toujours vécu comme ça. Lui, il les a conscientisées, il les a même travaillées pour les rendre productives, pour en faire des euresthésies, donc des synesthésies qui permettent de penser de façon plus créative, de trouver des solutions. Donc clairement, il y a un lien qui peut être fait, et en effet, quand on a plusieurs canaux informationnels qui nous viennent de l'extérieur, qu'on est capable de mailler entre eux autour d'un sujet, là aussi, on crée plus d'associations d'idées, on crée plus d'opportunités pour le cerveau de faire émerger des bonnes idées. Donc, la synesthésie, qui est souvent considérée comme un trouble a priori mineur, mais quand même un trouble psychologique, est un des troubles qui est très directement et très souvent associé à la créativité. En effet, avec aussi des compositeurs qui témoignent sur le fait qu'ils associent les sons à des couleurs, et donc ils ont parfois l'impression de peindre quand ils composent, et inversement, qui peuvent avoir l'impression de composer des sons quand ils sont en train de peindre. Enfin voilà, c'est le mélange des sens, c'est quelque chose, je crois, qu'on retrouve assez souvent chez des artistes, que ça soit inné ou construit au fil du temps, parce que quand on crée dans plusieurs domaines, on finit par aussi construire des connexions entre ces domaines et potentiellement créer des synesthésies acquises sur le tard. Et donc, vous pouvez aller voir un petit peu les travaux sur l'euresthésie de Vincent Mignereau. C'est vraiment super intéressant dans ce sens du lien entre synesthésie et créativité. Il y a des synesthètes parmi nous? Des synesthètes conscients? Pas que je connaisse, en tout cas. A priori. Alors, je voulais juste ajouter un petit quelque chose que tout à l'heure j'ai failli dire et qui me semblait être intéressant, que j'ai découvert cet après-midi. J'ai jeté un petit coup d'œil à quelques articles sur le lien entre créativité et folie. Comme c'est le sujet, je vous propose de conclure sur cette
petite info là, et puis peut-être sur les remarques de chacun sur, encore des questions s'il y en a, mais les remarques de chacun sur tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui. J'ai découvert qu'il y avait un lien biologique qui avait été découvert. En tout cas, on avait découvert que beaucoup de personnes ayant des troubles mentaux, et notamment bipolaires d'ailleurs, et schizophréniques, c'est les deux troubles mentaux sur lesquels ça se manifeste, et des créatifs avaient quelque chose en commun dans la biologie de leur cerveau, c'est qu'il y avait un des inhibiteurs du cerveau qui était beaucoup moins présent, qui est l'inhibiteur de la dopamine, qui était beaucoup moins présent que chez d'autres personnes considérées comme n'ayant pas de troubles ou n'ayant pas de peu ou moins de créativité. C'est un récepteur dans le thalamus qui s'appelle le récepteur D2 et qui, en gros, réagit à la dopamine et fait en sorte que quand ce récepteur est moins présent, il y a plus d'informations qui passent dans le thalamus qui en plus est très connecté aux émotions, etc. Et donc, sans ce barrage, sans ce filtre du cerveau que représente ce récepteur, il y aurait une combinaison d'informations et un flux d'informations plus important dans une partie du cerveau qui pourrait amener à la fois à, en effet, des schizophrénies ou des troubles bipolaires, comme on l'expliquait tout à l'heure, des moments où beaucoup d'informations est capable d'être engrangée par la personne, mais des moments de grosse dépression aussi, et en même temps pourrait être associé à une créativité plus forte. Donc, j'ai découvert ce fait qui est qu'il y a plusieurs études qui concordent, comme quoi chez des créatifs et chez des schizophrènes et bipolaires, on trouve une concentration de récepteurs D2 beaucoup moindre dans le thalamus. Donc voilà, ça c'était le petit ajout neurobiologique. C'est mon petit fact que j'ai découvert aujourd'hui. Et c'est ce qui explique que chez les patients schizophrènes, souvent, ce sont des patients qui intellectuellement sont capables de faire, non pas de déficience, mais par contre en pratique, ils n'arrivent pas à faire des choses simples. Pourquoi? Parce qu'ils ont énormément de pensées parasitantes, entre guillemets. C'est-à-dire que simplement pour ranger leur courrier, faire leur ménage, ils vont être bloqués par tout un tas de pensées parasites qui peuvent être soit des pensées anxieuses ou d'autres pensées qui font qu'ils ne vont pas pouvoir se concentrer sur des actions simples. Et notamment dans l'application qu'on avait développée, on forçait, entre guillemets, le cerveau à se concentrer, à s'entraîner à se concentrer sur des actions simples, à focuser son attention sur des actions simples, pour éviter d'être perturbé par ces pensées parasitantes. Et du coup, c'était basé sur des connaissances neurocognitives qui montrent qu'on peut entraîner ce mécanisme qui va à l'opposé un peu de la créativité, hein, c'est d'essayer de contrôler ce flux de pensée pour se focuser sur une tâche particulière. Ce qui montre que ce récepteur est quand même très important parce qu'il permet de filtrer un surplus d'informations, le cerveau étant constamment en train de produire des pensées en fonction des données externes qui sont complètement pas pertinentes et même potentiellement dangereuses. En effet, si au moment de mettre le couvert, tout d'un coup, on a 12 000 pensées qui nous disent « Ah oui, mais il faut que la fourchette soit bien parallèle au couteau, il faut que le verre, on puisse le voir de l'autre bout de la table, il faut que ceci, et qu'il y a toute une masse d'informations et de pensées qui apparaît, qui bloque, ça devient très handicapant et en effet, ça devient un vrai trouble. » Et justement, dans le cerveau créatif, il va être capable en même temps de se focuser sur une action sans inhiber trop les pensées spontanées. Et c'est cet équilibre, en fait, que la start-up, là, ils ont étudié pour justement avoir le bon équilibre entre être capable d'être concentré sur une tâche ou un objectif sans se inhiber complètement les pensées spontanées. Donc, a priori, le dispositif y arrive. Je vais étudier ce dispositif parce que c'est très riche pour ce qu'on vend à nos clients, ça m'intéresse. Ça fait partie de ce qui peut déclencher le flow. Ok. Est-ce qu'on a encore une ou deux questions, remarques, apports personnels, un témoignage? Merci à toi, Guillaume. Bonne soirée à toi. Merci.
Donc, si quelqu'un veut ne serait-ce que partager une expérience créative aussi, c'est intéressant, hein. Non, c'est bon, on est tout le monde a faim. Tout le monde a envie d'aller boire une bière sur les quais maintenant que les bars sont ouverts. Juste peut-être une dernière question, mais pareil, qui rejoint ce que vous avez déjà dit. Est-ce que la peur peut inhiber la créativité? Parce que j'avais un peu regardé tout ce qui était à l'approche neurocognitive et comportementale, qui effectivement dit aussi que quand on est dans un mode mental automatique ou quand effectivement on est dans une situation de peur intense, le cerveau se met en mode, enfin, je sais pas quel mode on appelle ça, le reptilien ou autre, où effectivement là on a l'impression d'être complètement bloqué et de plus être capable de faire quelque chose, quoi. Du coup, ça c'est la première question, créativité et puis les situations de peur. Quid du coup de la créativité qui s'est passée pendant qu'on était en confinement, où voilà, il y a quand même une sorte d'angoisse globale. Et puis créativité et sociabilité, c'est-à-dire est-ce qu'on est créatif, on est plutôt créatif quand on est seul, ou est-ce qu'on est plus créatif quand on est plusieurs, ou il n'y a aucune règle par rapport à ça? Alors, pour la première question, la réponse est très claire, hein, par rapport à ce qu'on en sait aujourd'hui. La peur est inhibitrice si on ne pense pas pouvoir trouver de solution. Si on pense pouvoir trouver une solution, la peur est un catalyseur de créativité. C'est-à-dire que si, en effet, on a peur qu'une maladie nous arrive dans la tronche à tout moment, mais qu'on se dit qu'on peut y faire quelque chose et qu'on peut mettre en place des solutions autour de nous pour éviter ça, cette peur va être un élément déclencheur de la créativité. Et en effet, on voit quelqu'un qui a sa vie en jeu, parfois va trouver des solutions extrêmement créatives, là aussi, parce qu'il y a une pression énorme. Par contre, c'est un peu ce qui se passe chez certains animaux qui, lorsque il y a un prédateur qui apparaît dans le ciel, se fichent complètement, ils peuvent plus rien faire parce que ils ont tellement, c'est le principe en tout cas. Je dis pas qu'ils pensent comme ça, hein, mais ça serait un peu pareil chez l'humain, tellement peur que on ne peut pas du tout trouver de solution que le seul mouvement c'est je m'arrête et je ne fais plus rien. Donc en entreprise, clairement, quand au bout de 5 ans d'entreprise, on sait que quoi qu'on fasse, les idées nouvelles sont lapidées et qu'en plus, on prend un risque à chaque fois qu'on dit une idée nouvelle parce que tout le monde nous tombe dessus parce qu'on bouge le système, on finit par s'immobiliser et plus du tout avoir d'idées parce que on sait que on ne peut pas apporter de solution dans le contexte. C'est vraiment je sais pas quel animal fait ça, mais il y en a pas mal qui se filent comme ça face à un prédateur, ce qui a l'air ridicule sur le papier, mais qui est en fait un réflexe cognitif que nous aussi, humains, avons quand on n'a pas d'échappatoire, de possibilité de solution. Et puis après, il y a la notion de répétitivité, c'est-à-dire que la peur peut être stimulante, mais trop de peur peut aussi être délétère pour le physique finalement, et du coup délétère aussi pour le cerveau et épuiser aussi l'organisme. Donc c'est pour ça que peut-être qu'une entreprise qui vit dans le monde dans un mode stress peut-être être performante à un certain degré, mais au bout d'un moment, voilà, ce qui arrive, et on le sait tous, hein, le burn-out et autres, on n'est plus du tout créatif là par contre. C'est sûr. Et il y avait une deuxième question dans ta question. Collectif ou individuel? Ça, j'aurais tendance à dire que les deux. Seul ou à plusieurs, ou les deux. Voilà, c'est les deux, mais ça dépend c'est deux régimes différents. Quand je pense que le flux d'informations qui nous vient de l'autre et des autres est absolument nécessaire, comme on le disait tout à l'heure avec Margot, pour nous enrichir, pour nous challenger, etc. En tout cas, moi, je sais que j'ai jamais d'idée si j'ai pas été confronté à d'autres personnes avant. Par contre, des fois, c'est en effet ce temps d'incubation qui est nécessaire et la vraie bonne idée me vient après avoir eu un temps d'échange avec des personnes sur un sujet. Donc, mon expérience sur ce point-là, c'est que les deux sont nécessaires, les deux produisent de façon différente de la créativité. Mais peut-être qu'il y a des gens très extravertis pour qui il n'y a que au contact de l'autre qu'on peut être créatif, des gens très introvertis qui ne peuvent être créatifs que quand ils sont dans leur tête. Je suppose que ça dépend vraiment
la sociabilité de la personne en général. Comme moi, je disais tout à l'heure que la créativité dépend aussi du type d'intelligence de la personne. Elle va avoir une créativité qui est proche de sa personnalité et de son intelligence. Et puis aussi, c'est des formats où on alterne. On peut alterner dans les sessions de créativité des moments où on va réfléchir tout seul et des moments où on va réfléchir à plusieurs. Finalement, ça se complète. L'un n'empêche pas l'autre. On peut aussi compléter et harmoniser les approches pour justement stimuler d'autres personnes ou d'autres manières de penser en utilisant soit le travail seul, soit le travail à plusieurs. Ouais, ça, c'est en effet en séance de créativité, c'est quelque chose sur lequel on joue beaucoup. Passer d'un régime personnel à un régime collectif. Le régime personnel étant souvent moins inhibiteur, oui, pour prendre le temps de réfléchir à des idées qui pourraient sortir un peu du cadre. Et le régime collectif est souvent plus excitant pour permettre des nouveautés et des nouvelles associations de se former. À des nouvelles associations de se former. Mais la principale intéressée a été déconnectée. Je suis revenue, c'est bon. J'ai eu un problème de connexion. Excusez-moi. Bah, merci bien. Margot, tu avais aussi une dernière question. J'ai cru voir ton micro enlevé. Non, ça allait. Ah, ok. Merci. Eh ben, on va du coup conclure. Merci beaucoup Guillaume pour ta présence, pour les échanges, pour tes explications. Merci à tous aussi pour votre participation et n'hésitez pas à aller regarder un peu ce que fait Sibiu, ce que fait Guillaume. Je pense que c'est vraiment une belle boîte et on a besoin que des boîtes dans la santé se lancent comme ça sur la santé mentale. Il y a vraiment un champ d'innovation immense à couvrir. Hein. Je suis complètement solidaire de la démarche de Guillaume. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et on se retrouve peut-être au prochain Procof. Bah, merci bien. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée.
j'avais pas enregistré.